Salut les birdwatchers, on se retrouve devant le musée d'Urgonia à Orgon où le directeur nous a invités pour une petite interview pour présenter l'émission de ce musée en rapport avec les oiseaux des Alpilles. On se retrouve dedans tout de suite. Bonjour Fabrice, merci de m'accueillir au Bonjour. sein du musée Urgonia. Enchanté et bienvenue dans le musée. Merci. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu du musée, de ses missions et notamment de son lien avec les oiseaux des Alpilles. Vous pouvez me parler un peu de comment s'organise le musée, quelles sont ses missions? Alors le musée Urgonia déjà se situe sur la commune d'Orgon. Donc on est dans le massif des Alpilles, on est à l'extrémité est, Orgon est la porte d'entrée est sur le massif. Et dans ce musée, on présente principalement 3 thématiques. Une partie très ancienne, c'est l'histoire géologique du massif des Alpilles et d'Orgon à partir des fossiles que l'on trouve dans les roches. Après, on a une deuxième partie qui est un peu moins vieille, qui concerne l'arrivée de l'homme sur le secteur. Donc c'est un volet archéologique, notamment avec des résultats de fouilles qui avaient eu lieu sur des sites datés de la préhistoire. Et le dernier volet, c'est la biodiversité actuelle, donc notamment à travers une exposition sur 13 espèces d'oiseaux protégées vivant dans les Alpes. Ok, super, très intéressant. Alors moi j'ai eu la chance de visiter le musée avec mes élèves, avec ma classe cette année, et c'est vrai qu'on a fait un peu les oiseaux, on a fait les fossiles, mais bon, j'ai appris plein de choses aussi, notamment sur les coraux fossilisés. C'est le but, hein. On fait beaucoup d'activités de médiation, bien sûr, puisque c'est un petit peu notre vocation première dans le musée. On a le volet conservation du patrimoine, mais aussi le volet médiation qui est très important. Donc on reçoit pas mal d'écoles de tous les niveaux, primaires, collèges et lycées, et en fonction des demandes des professeurs, on adapte les visites, donc et on insiste sur tel ou tel point qui est en lien avec le programme des classes que l'on reçoit. Là, on va s'intéresser un petit focus sur les oiseaux des Alpilles. Donc, on est dans la salle qui traite de ce sujet. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi le musée intervient sur ce sujet et quelles sont ses missions sur ce sujet, justement? Alors, en ce qui concerne le volet ornithologique, le musée accueille une exposition, c'est l'exposition que vous apercevez ici, qui a été réalisée par le Parc naturel régional des Alpilles il y a quelques années dans le cadre d'un programme LIFE. D'accord. Donc, le programme LIFE, en fait, c'est un programme européen. C'est l'instrument financier européen en faveur des actions de conservation et de valorisation du patrimoine. Okay. De l'environnement, plutôt. Le patrimoine environnemental, on va dire. Et là, ça concernait 13 espèces d'oiseaux protégées au niveau européen que l'on peut observer dans les Alpilles. Donc, en fait, cette exposition qui a été réalisée par le parc, nous l'accueillons à l'année dans le musée. C'est une exposition permanente. Et nous sommes point d'information ornithologique pour le territoire des Alpes. Donc ça présente les 13 espèces d'oiseaux, avec leur mode de vie, et puis les menaces qui pèsent sur elles, et les actions qui sont faites en faveur de la préservation de ces espèces. Mais justement, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ces 13 espèces, peut-être les espèces les plus emblématiques? Alors les espèces les plus emblématiques, la plus emblématique pour nous, pour le massif des Alpilles, c'est l'aigle de Bonelli. Il y a une très belle maquette aussi. C'est une espèce menacée dans le sens où il ne reste plus que, en gros, aujourd'hui, entre 40 et 50 couples dans toute la France. Alors c'est un oiseau qui est plutôt dans le sud de la France, mais bon, c'est une espèce qui est relativement menacée. Dans les Alpilles, on a la chance d'avoir 4 couples. 4 couples, c'est pas mal sur le ratio. Ça fait presque un peu plus de 10% de la population, ce qui est pas mal. Cette espèce-là est sédentaire, c'est-à-dire qu'elle vit toute l'année sur le massif, on peut l'observer toute l'année, elle ne migre pas. Et également, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un couple qui niche sur la commune d'Orgon. On l'observe régulièrement, qui volait au-dessus de la commune. Ouais. Parmi les 4 qui sont dans le massif. Voilà. Depuis que l'aigle de Bonilly est protégé, la population, c'est vrai qu'elle a un petit peu augmenté, puisque il y a quelques années, c'était entre 30 et 40 couples, là on a plus entre 40 et 50 couples, donc ça progresse dans le bon sens. Voilà. Ouais. Okay. Grâce justement à tous ces programmes. Grâce à ces actions qui sont faites, pas que sur les Alpilles, mais sur tout le territoire. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai que moi j'habite dans le Luberon, j'ai la chance de le voir aussi de temps en temps. Ça reste quand même un oiseau pas courant, quoi. Voilà. Non, c'est un oiseau qui reste rare et qu'il faut protéger, effectivement. Alors c'est un rapace, hein, c'est un chasseur. Il attrape des proies vivantes, notamment les petits lapins, les mulots, les rats. Et au niveau des autres espèces, peut-être les migrateurs? Alors, parmi les migrateurs, il y a un autre grand rapace qui faisait partie du programme, c'est le circaète Jean Leblanc. Le circaète Jean Leblanc, lui, il est très beau aussi, il est très grand, 1m70, 1m80 d'envergure adulte. On le reconnaît, on le différencie de l'aigle de Bonilly parce que quand il est en vol, il a des ailes, il est plus clair dessous, on va dire, que le Bonilly. Et lui, par contre, il est migrateur. Essentiellement,
par rapport à son régime alimentaire, en fait, parce que le circaète Jean Leblanc adore les reptiles. C'est un chasseur mais qui a comme prédilection les reptiles, et particulièrement les serpents. Donc, évidemment, l'hiver, les reptiles hibernent, donc ils ne sont plus accessibles, ils sont en terridorme. Donc, lui, il part en Afrique et il revient au printemps. Je sais que c'est une croyance assez courante que la migration, c'est lié qu'à la température. C'est pas lié qu'à la température. En fait, ça, c'est un exemple. Alors, la température joue pour beaucoup d'espèces, hein, mais là, en l'occurrence, lui, c'est aussi son régime alimentaire. Direct, c'est l'alimentation. On a également des oiseaux nocturnes. Un rapace nocturne, c'est le grand-duc, le fameux hibou, hein, le hibou grand-duc, grand-duc d'Europe. Donc, en fait, sur les Alpes, on est relativement content parce qu'on a une population qui est quand même importante, puisqu'on a plus d'une cinquantaine de couples. Ah oui. Sur l'ensemble du massif. De couples. Ah oui. Ça fait plus d'une centaine d'individus. Donc, ça, c'est bien. Alors, c'est une espèce qui reste menacée. Mais nous, au niveau des Alpes, on a la chance que la population de hibou grand-duc se porte bien. Ce que les gens, surtout quand on reçoit les enfants aussi, ce qui les impressionne un peu, c'est quand on leur montre l'envergure d'un hibou grand-duc. En fait, le hibou grand-duc, évidemment, on passe toujours au hibou, là, le petit, hein. Mais le hibou, en fait, c'est grand. Un mâle adulte grand-duc qui fait 1m70 d'envergure, il est aussi grand que l'aigle de Bonelli ou le circaète. Donc, c'est un oiseau qui est impressionnant quand on le voit réellement. Oui, il paraît plus massif, plus posé, massif, en fait. voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai que ça casse un petit peu l'image qu'on a du hibou, là, la reproduction qu'on voit. Non, en fait, le hibou, c'est un bel oiseau, c'est un oiseau nocturne, grand et impressionnant, imposant. En plus, il a ses yeux orange. Quand il vous fixe, là, c'est assez impressionnant. On a un vautour également qui fait partie du programme, le vautour percnoptère. Alors, le percnoptère, ou le vautour d'Égypte, lui, il est intéressant parce qu'aussi, alors on n'en a pas beaucoup. On a un couple, des fois deux, mais plus souvent un couple qui vient par an dans les Alpes. Parce que c'est une plus rare que le bonnet. C'est une espèce migratrice. Donc, elle est là elle arrive à la belle saison, elle repart à l'automne. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une espèce de vautour qui n'est pas réintroduite. Elle vient là naturellement. C'est pas comme les vautours fauves ou les vautours moines que l'on peut trouver dans le Verdon, dans la Drôme, où là, c'est des populations qui ont été réintroduites. Oui, puis c'est des populations importantes d'ailleurs. Importantes, mais au départ, elles ont été réintroduites. Lui, il a toujours été là de manière naturelle. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il est là naturellement. Donc ça, c'est important. Après, le problème qui se pose pour les vautours, c'est que ce sont des charognards. Et oui. Donc, eux, ils ne chassent pas. Ils mangent des carcasses, des nécrophages, comme on dit. Donc, le problème, c'est que s'ils ne trouvent pas de nourriture, ils restent pas. Donc, le problème des vautours, c'est qu'aujourd'hui, il faut un petit peu aménager des aires spéciales où les éleveurs, les bergers peuvent apporter des carcasses pour que le vautour puisse trouver des carcasses et se nourrir. Parce que bien sûr, dans la nature, il peut trouver un petit lapin, un mort ou un petit renard, mais c'est pas suffisant. En aménageant ces aires de nourrissage, ça permet au vautour de rester et de trouver de sa nourriture. Parce qu'évidemment, ce que j'ai pas précisé, mais c'est que aujourd'hui, les éleveurs n'ont plus le droit de laisser les carcasses. Et oui, c'est ça la différence avec avant. Avant, les bergers, ils laissaient leurs carcasses là où le mouton mourait. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc, il faut penser à ça et aménager des aires spéciales où là, ils peuvent déposer les carcasses pour que ces oiseaux puissent se nourrir. Et ces aires, il y en a dans les Alpes? Il y en a une, normalement, dans les Alpes. Parce que moi, j'en ai vu dans le Verdon, justement. Dans le Verdon. Moi, j'en ai vu dans la Drôme, là où il y a eu la Rémusat. Les vautours peuvent vivre ensemble, que ce soit toutes les espèces. Voilà, le moine, le fauve et le percnoptère arrivent à cohabiter, à vivre ensemble, malgré qu'ils ont le même régime alimentaire. Ils sont pas en compétition. Mais non, ils sont pas en compétition. C'est ça qui est assez admirable, c'est qu'en fait, le vautour moine, lui, intervient en premier parce que c'est le plus gros, il a un gros bec, il commence à attaquer la carcasse, et puis après il s'en va, le vautour fauve, lui, surveille, et il va après. Et comme il a un coup sans plume, déplumé, il peut aller chercher dans la carcasse des morceaux que c'est pas une histoire de hiérarchie, en fait. C'est vraiment juste c'est formidable parce que, c'est formidable parce que le vautour moine, donc lui, il va chercher un petit peu plus, et le vautour percnoptère, qui lui, c'est le plus petit des vautours, et si vous regardez, il a un bec très fin. Lui, il intervient en dernier. Et il prend tout ce que les autres n'ont pas pu prendre. Avec son petit bec, il nettoie, il prend tout ce qu'il... Donc en fait, il n'y a pas de compétition. D'accord, c'est bien fait. C'est super bien fait. C'est vrai qu'on voit souvent les espèces mélangées. Et oui, cohabitent. Et après, dans les petits oiseaux, on a des passeriformes, alors qui sont beaucoup plus discrets parce qu'ils n'ont pas de couleur particulière, ils sont pas très grands. C'est l'alouette Lulu qui faisait partie du programme, le petit rousseline, la fauvette Pichot, le brun ortolan. Donc ça, c'est les plus petits. Après, on en a d'autres notamment un qui est très joli, qui est connu pour ses couleurs, c'est le rolier d'Europe, qui a des couleurs bleues adultes très très fortes. Le plus coloré, je pense, qu'on est dans la région. Il y a aussi le l'Oriot qui est jaune et noir, mais bon, voilà. Sinon, Pikachu, comme j'appelle. Mais sinon, le rolier est magnifique. Et là, en ce moment, on en observe pas mal.
À Orgon, on en a un qu'on observe régulièrement posé sur un couple, ça lui par un couple. Donc, sur le fil électrique, là, quand on vient entre Orgon et Plan d'Orgon, on le voit assez souvent. Sur la route des Guerres aussi, on en voit assez souvent. C'est vrai qu'on les voit souvent sur des fils, les reliés. Ouais, hein. ouais, ouais. Moi, le peu de fois où j'ai pu le prendre en photo, c'était sur des fils aussi. Ah, Et tout à l'heure, en amont de la vidéo, on parlait un peu du Ticodrome aussi. Alors, le Ticodrome, voilà, ne faisait pas partie du programme live. Par contre, il est très intéressant parce que c'est un oiseau qui est peu connu finalement du grand public et très joli. Il est très discret parce que c'est un oiseau qui vit vraiment sur les parois rocheuses. D'accord. Même à la limite, il grimpe, il escalade, il vole pas tellement que ça. Mais sa particularité, c'est que quand il a les ailes fermées, il est gris. Oui. Donc sur le rocher, Couleur rocher. difficile à observer. Par contre, quand il ouvre ses ailes, à l'intérieur, les plumes sont d'un rouge vif. C'est magnifique. On peut l'observer dans les Alpes, notamment en Orgon, l'hiver. L'hiver, il est là parce qu'en fait, il vient passer l'hiver chez nous. Et l'été, donc à ce moment, il va dans les Alpes pour se reproduire. Donc, à ce moment, il est dans les Alpes. Il va chercher peut-être un petit peu de fraîcheur, je sais pas. En tout cas, il va dans les Alpes. Et l'hiver, il revient à l'automne. Il revient ici pour passer l'hiver. Donc, on peut l'observer ici beaucoup plus facilement que dans les Alpes. Parce que dans les Alpes, quand vous voulez l'observer, il faut faire des fois plusieurs heures de marche parce qu'il va en hauteur. Donc nous ici, vous venez, vous observez dans les falaises, si vous avez une paire de jumelles, vous cherchez, vous voyez quoi. Oui, il faut vraiment le voir au moment où il bouge quoi. Voilà. Après, il faut l'observer soit aux jumelles, le chercher aux jumelles, soit voir au moment où il ouvre ses ailes. Mais c'est un oiseau qui est très joli. Alors, les ornithologues disent que c'est un transhumant. Que j'allais demander, est-ce que c'est une migration? Ils disent transhumant parce que lui, il fait les Alpes. Les Alpes, c'est en raison de la distance qu'on parle pas de migration en fait. J'ai jamais demandé, mais bon, a priori, voilà, c'est par rapport à la distance qui est relativement courte. Sur Orgon, on a la chance donc de pouvoir observer l'aigle de Bonelli, de pouvoir observer le grand-duc, de pouvoir observer le ticodrome. On a également le monticole bleu. Et tout ça, ce sont des espèces qui sont là. Pourquoi? Parce que vous avez des escarpements, de grands escarpements rocheux, et c'est des espèces niches où vivent sur ces escarpements rocheux. Donc en fait, si aujourd'hui on peut observer ces espèces d'oiseaux ici, c'est parce que derrière, vous avez toute une histoire géologique qui a créé les roches et l'histoire géomorphologique, c'est-à-dire la formation et l'érosion des roches, qui ont créé ces grands escarpements rocheux ici à Orgon. Donc la biodiversité actuelle, on la comprend quand on connaît l'histoire géologique aussi qu'il y a eu derrière. Parce que le support sur lequel ça se développe, la biodiversité, c'est lié à la géologie, au sol. Que ce soit pour les végétaux, mais la faune aussi. Et là, en l'occurrence, l'exemple, c'est ça. C'est que, parce qu'on a ces escarpements rocheux, cette géomorphologie particulière, ces espèces-là sont là, sont présentes ici. C'est ce qui est intéressant dans ce musée, en fait, c'est justement ces différentes facettes. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est le lien, justement, entre le passé, la biodiversité passée, à travers les fossiles, les changements climatiques qu'il y a eu, etc., etc. Le lien avec l'arrivée de l'homme sur le secteur, l'utilisation de la ressource minérale, puisque nous, ici, on a la ressource minérale qui est exploitée encore aujourd'hui, il y a une grande carrière, et la biodiversité actuelle. C'est ça qui est intéressant. Et c'est le concept du musée, en fait. Le concept du musée, c'est d'aborder d'une manière systémique cet environnement de manière à le comprendre. On ne peut pas comprendre un environnement ou un écosystème aujourd'hui si on se fixe que sur les animaux, que sur les végétaux, que sur la géologie, que sur l'archéologie. Il faut le point de vue. Voilà, il faut l'observer dans son ensemble et voir toutes les interactions qu'il y a entre les uns et les autres pour comprendre comment on en est arrivé aujourd'hui, pour comprendre. Et ça nous aidera aussi pour le futur. Ouais, c'est intéressant. Cette vision-là est intéressante. C'est la vision qu'on devrait avoir aujourd'hui au XXIe siècle, avec toutes les connaissances qu'on a. Et abandonner un petit peu cette vision XXe siècle qui se comprenait très bien au XXe siècle parce qu'on n'avait pas encore toutes les connaissances. Où d'un côté on observait l'histoire de l'homme, de l'autre côté on observait la. C'est ça. Vous avez une musée d'histoire naturelle au XXe siècle et puis les musées d'archéologie. L'homme est séparé de l'histoire naturelle. Oui, c'était séparé. Voilà. Non, si vous voulez, aujourd'hui, avec le recul qu'on a et les connaissances qu'on a, aujourd'hui, on sait très bien que si on veut comprendre un écosystème, un environnement, il faut tout étudier dans son ensemble, avoir une approche systémique. C'est intéressant, mais justement, on parle du musée. Est-ce que le musée propose, on en parlait un peu tout à l'heure, donc j'ai un peu la réponse, mais est-ce qu'il propose des ateliers, pour sensibiliser justement? Alors, on propose beaucoup d'animations. On a effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure avec les scolaires, tout un programme, je reviens pas dessus, mais on a aussi des ateliers pour le public, c'est-à-dire pour les vacances scolaires pour les enfants. On fait également des ateliers pour les adultes. C'est intéressant, c'est pas que les enfants. C'est pas que les enfants, on fait des ateliers pour les adultes, que ce soit sur la paléontologie, sur l'archéologie, enfin bon, éventuellement les oiseaux aussi. On participe aussi à des animations nationales ou européennes comme la nuit des musées, les journées européennes du patrimoine, les journées nationales de la géologie, les journées européennes de l'archéologie, la fête de la science. Voilà. On essaie d'avoir des actions dans toutes ces journées-là. On essaie de faire régulièrement des conférences sur des thèmes variés. Et également, on fait des expositions temporaires.
D'accord. Là, actuellement, cette année, on a une exposition temporaire sur le corail. L'année dernière, par exemple, on avait une grande exposition qui se situait, on n'a pas pu la réaliser dans le musée parce qu'on n'avait pas la place d'exposer les échantillons. C'était une exposition sur les grands reptiles marins qui vivaient à l'ère secondaire dans la mer qui occupait la Provence et qui fait bien complément à les fossiles que l'on trouve dans la roche Gorgon. Et c'était des grands reptiles marins qui ont été trouvés dans la région. Et il y avait notamment un ichthyosaure, un grand reptile marin qui faisait un peu moins de 9 mètres complet, exposé, avec un plésiosaure également. Et ça, on avait fait à Notre-Dame de Beauregard. Effectivement, la place. Là, on n'avait pas la place d'exposer, malheureusement. Tous les ans, on essaie de faire une exposition temporaire aussi pour compléter un petit peu ce que l'on présente dans le musée. Parler un peu des partenariats du musée avec, on a parlé tout à l'heure du programme Live, en parlant des oiseaux. Le programme Live, alors, le partenariat avec le Parc naturel régional des Alpilles, bien sûr. On intervient notamment dans le cadre de l'éducation à l'environnement. Nous, on intervient plutôt sur le volet médiation, connaissance des oiseaux, des espèces et préservation. Après, dans le programme Life, il y avait d'autres actions qui étaient menées, notamment il y avait des actions en lien avec l'agriculture et le pastoralisme, donc des actions qui dirigeaient avec les agriculteurs en concertation avec les agriculteurs, notamment pour voir comment diminuer les pesticides, comment recréer des haies et conserver les haies. C'est très important, les haies, pour la biodiversité. Non seulement c'est des lieux où les petits oiseaux peuvent nicher, mais ça fait aussi des liens. C'est ce qu'on appelle la trame verte. C'est-à-dire, ça fait des liens pour passer d'un endroit à l'autre par les haies. Donc, ils ont replanté les grandes zones découvertes. Voilà. Ils ont replanté des haies dans ce cadre-là. Tout ça, c'était une des actions. Il y a eu une autre action en faveur des associations de chasse, la synergétique. C'est-à-dire ils se sont concertés avec les chasseurs et les chasseurs font des garennes. Notamment, ils ont développé des garennes pour la chasse pour le lapin. Et le lapin, c'est aussi, comme je disais, pour l'aigle de Bonny, par exemple, c'est une proie. Donc ça permet aussi de développer, si le lapin se développe, ça veut dire que l'aigle de Bonny peut aussi trouver plus facilement ses proies. Donc il y a eu des concertations faites avec les chasseurs. Personne n'a été oublié. Il y a aussi des concertations qui ont été faites avec le milieu forestier. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui ont été défrichées, ils ont rabaisser la végétation pour faire des milieux dits ouverts. Parce que les oiseaux, eux, la plupart des oiseaux sont des chasseurs, enfin, du moins les rapaces sont des chasseurs, mais il y en a aussi qui mangent les graines, ils sont granivores, donc il faut des zones ouvertes. Parce que si vous avez que de la pinède c'est un milieu fermé, et pour les oiseaux, c'est pas l'idéal. Vous n'avez pas beaucoup d'oiseaux différents dans les pinèdes. Là où on voit le plus d'oiseaux, c'est dans les milieux dits ouverts, c'est-à-dire là où c'est des milieux avec de la végétation de garrigue ou de pelouse. Oui, ils peuvent voir leur proie. Voilà. Et puis il y a eu aussi une autre action sur le tourisme ornithologique. Le tourisme ornithologique, c'est bien. Il faut le faire de manière raisonnée et durable. Donc il y a eu aussi des actions faites dans ce sens-là. Donc vous voyez que le programme Life, c'est un programme qui a été très général, mais vraiment dans le but de préserver ces espèces-là. Oui. Et en préservant ces espèces-là, on préserve les autres espèces aussi. Oui, c'est ça, tout est lié. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout est lié. Pour revenir au tourisme ornithologique, c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de voir derrière chez moi, il y avait des panneaux qui avaient été installés. Attention, colonie de guêpiers. Oui, alors il y a des. Et en fait, ils ont été enlevés parce qu'au final, les gens allaient voir ces oiseaux. C'est le piège. Donc c'est toujours. C'est le piège. Des fois, il vaut mieux rien dire. Ça évite d'attirer l'attention. Donc c'est ça la difficulté aussi. Après, il y a des zones, par exemple dans les Alpes, il y a des zones où c'est pendant les périodes de nidification, c'est déconseillé d'y aller, notamment pour les grimpeurs. On a beaucoup de grimpeurs. Alors, faire de la grimpe, c'est très bien, mais quand on ne sait pas forcément qu'il y a un nid quand on va grimper, donc là où il y a des nids, notamment de rapaces, ils préviennent, ils disent attention de telle période à telle période. N'allez pas grimper à cet endroit-là. Après, vous pouvez y aller l'hiver, vous pouvez y aller quand vous voulez, mais durant un certain laps de temps, le temps de la nidification, là, la voie en question, elle est pas autorisée à la grimpe. D'apprendre à partager. Donc c'est pas forcément une interdiction globale et totale. C'est fait de manière raisonnée. C'est-à-dire que à certains moments de l'année, non, mais après, vous pouvez. On en revient à l'importance de la sensibilisation, en fait, parce que quelqu'un de pas sensibilisé, un panneau, ça se lit ou ça se lit pas, comme. Donc c'est vrai que si la personne est sensibilisée, je prends l'exemple des guêpiers tout à l'heure, si la personne était sensibilisée, elle sait qu'est-ce qui perturbe ces espèces-là et va éviter justement d'aller piétiner les nids. Donc nous, c'est pour ça qu'on joue un rôle quand même assez important parce que on fait beaucoup de médiation et c'est beaucoup du dialogue, de la visite commentée. Ça passe mieux
qu'un panneau, parce que la personne qui lit un panneau, si elle a des questions, ben, le panneau, c'est pas le panneau qui va lui répondre. Alors que l'interaction avec une personne, ben, on peut répondre aux questions. On voit les animaux en direct, mais on voit pas tout ce qui est en amont, en fait, pour la préservation de ces espèces. Et il n'y a pas que les missions de terrain aussi, enfin, c'est du terrain aussi, mais il y a le côté sensibilisation qui est essentiel aujourd'hui. Hein. Sur le terme, c'est ce qui est le plus efficace. Qui aura le plus d'impact. C'est ce qui est le plus efficace. Alors c'est sûr que ça se fait de manière très progressive, très long, mais bon, moi j'ai une formation de paléontologue, donc pour moi ça me paraît court. Oui, c'est sûr. Parce que moi je parle pas sur les mêmes échelles de temps. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut pas hésiter parce que sur le long terme ça paye. Faut pas se décourager. Je crois que c'est le maître mot, ne pas se décourager et persévérer. Tout à fait. Les oiseaux, moi, quelque part, il y a un lien aussi particulier, c'est que, vous savez certainement, aujourd'hui, les oiseaux sont classés dans les dinosaures. Et oui. Donc, moi, en tant que paléontologue, c'est vrai que le lien avec les oiseaux, il est immédiat. Les oiseaux sont les descendants directs d'une lignée de dinosaures carnivores, hein, les théropodes, notamment les raptors, qui ont acquis la plume avant d'acquérir le vol d'ailleurs. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les oiseaux aujourd'hui sont, au niveau purement scientifique, sont considérés comme les dinosaures. Quoi. Oui, on parle plus de lézards. Alors le lézard, le varan, la tortue, le crocodile, ça fait partie des reptiles. D'accord. Donc maintenant, il y a un groupe des reptiles, mais aujourd'hui le groupe des reptiles au niveau phylogénétique, c'est un groupe où il y a plein de lignées différentes, donc c'est pas vraiment ça a trop de sens. Ça a un sens, on garde quand même le terme reptile, mais par exemple, un oiseau est plus proche des dinosaures carnivores qu'un crocodile ou un varan. Ok. Ça a changé par rapport aux dernières découvertes qui ont été faites. Pendant très longtemps, nous ici, en Europe, on en connaissait l'Archéoptérix. On connaissait que celui-là, l'Archéoptérix, qui avait été trouvé en Bavière. Il s'en était trouvé d'ailleurs plusieurs. Donc un dinosaure à plume. On disait c'est un dinosaure à plume, il a encore des dents et tout ça. Bon. Et dans la Chine, ils ont des très beaux gisements où ils ont trouvé beaucoup de dinosaures avec des plumes. Donc en fait, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et ils se sont aperçus, en fait, que la plume, c'est une écaille dérivée. C'est la dérivation d'une écaille. D'accord. Alors, vous avez les plumes primitives, ça fait plus du duvet que la vraie plume. Oui. Mais ils ont trouvé aussi des dinosaures qui avaient des plumes vraiment qui ressemblent à des plumes. Alors, et ils pouvaient pas voler. Ils ont créé un grand groupe qui s'appelle les dinosauria. Et dans les dinosauria, vous avez les dinosaures et les oiseaux. Ah, d'accord. Et à côté, dans un autre groupe, vous trouvez les crocodiles, les varans, tout ça. C'est pas, voilà. Donc, l'oiseau est plus proche c'est le plus proche descendant des dinosaures. Je précise, hein, carnivore, c'est-à-dire, les théropodes, pas les gros herbivores. Les gros herbivores, c'est des dinosaures aussi, mais les oiseaux ne descendent pas de ce groupe-là. Ok. Bon. Du moins, voilà, c'est l'état des connaissances à l'heure actuelle. Après, je ne dénigre pas Jurassic Park, parce que Jurassic Park a beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais ça a apporté beaucoup à la paléontologie. À partir du moment où on a, quand le premier Jurassic Park est sorti, où on a vu pour la première fois des dinosaures, comme si on les voyait dans la nature, ça a donné un coup de boost à la paléontologie, ça a redonné un petit peu formidable. Donc ça a eu un effet bénéfique à ce moment-là. Donc je remets pas du tout en cause l'idée qu'a eu Spielberg. Pour moi, c'est une très bonne idée. De même que les œufs des dinosaures, par exemple. Les œufs des dinosaures, aujourd'hui, vous parlez d'œufs des dinosaures, on en a dans le musée, on en présente. Ça étonne, ça me trouve étonné. Tout le monde a entendu parler des œufs des dinosaures, notamment dans les Jurassic Park et tout ça. Oui, du coup, ça plaît de les voir aussi, en vrai. En 74, j'étais vraiment tout petit et mon grand-père a trouvé des œufs de dinosaures. Quand il disait en 1974, c'est pas si vieux que ça. Non. Il disait qu'il avait trouvé des œufs de dinosaures. À l'époque, personne ne le croyait. En bon provençal, il disait, celui-là, lui, c'est un fada. Personne, non seulement il le croyait pas, mais en plus, il est fou, quoi. Donc, on voit vraiment l'évolution qu'il y a eu, c'est qu'aujourd'hui, on parle de dinosaures. Bon, mais oui, d'accord, ça va, ça existe. Oui, en peu de temps, au final, à l'échelle, parce que 74, c'est pas si vieux. Donc, ça a beaucoup évolué, à ce niveau-là. Et c'est bien, dans le bon sens. Le grand public en a bénéficié de ces connaissances, et aujourd'hui, alors, ça n'a plus le côté étonnant qu'il y avait avant, mais voilà, au moins, les gens savent que ça existe, et c'est très bien. Oui, c'est important, parce que, du coup, est-ce qu'il y a des projets futurs? Des projets, on en a toujours dans un musée. Oui. Dans un musée, on a toujours des projets. Alors, évidemment, des projets, on aimerait pouvoir développer un petit peu les thèmes que l'on aborde, les expositions permanentes. Donc, c'est vrai qu'en paléontologie, on aurait la possibilité de présenter beaucoup plus de choses si on avait plus de place, notamment les grands reptiles marins qu'on a présentés l'année dernière en exposition temporaire, si on pouvait les avoir de manière permanente dans le musée, c'est-à-dire parler de la région telle qu'elle était à l'ère secondaire, pas que les fossiles qu'on trouve à Orgon et d'Alpi, mais les fossiles que l'on trouve dans l'ensemble de ce bassin marin qu'il y avait à l'époque. De ce bassin marin, à l'époque, nous, ici, on était dans des milieux un peu profonds. Donc, on a la faune des milieux peu profonds. Et si on pouvait présenter aussi la faune des milieux profonds, c'est-à-dire les grands reptiles marins qu'il y avait à l'époque,
ça serait une autre dimension pour le musée. De même que pour la biodiversité actuelle. La biodiversité actuelle, on présente les oiseaux, c'est super, mais sur Orgon, on a la chance d'avoir aussi une des plus grandes colonies de nidification de chauves-souris de France. Si on pouvait en parler, si on pouvait présenter aussi les chauves-souris, ça serait génial. Si on pouvait également parler de la biodiversité que l'on trouve dans les zones réhabilitées de la carrière, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça aussi. Parce que les gens ne connaissent pas. Et oui, souvent on voit carrière, on voit l'impact sur le paysage. Qui dit carrière, pour la majorité des gens, c'est qui dit carrière, dit destruction de l'environnement. Non. Quand on fait ça de manière raisonnée et telle que la loi l'impose aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une modification de l'environnement. C'est pas une destruction. Il y a une modification de l'environnement parce que derrière, il y a une réhabilitation qui est obligatoire et qui est rapide. Et du coup, on se retrouve avec une biodiversité, mais extraordinaire. Ça serait super d'en parler aussi. Parce que ça casserait certains préjugés. Et en même temps, ça informe le public. Et puis, en archéologie, évidemment, on parle de la préhistoire, mais on aimerait aussi parler de toute l'évolution, pas que de la préhistoire. Parce que Orgon, et puis les traces d'occupation humaine sur Orgon ont été trouvées en fouille en 2003, c'est pas si vieux, ça tourne autour de 10 000 ans, c'est-à-dire vraiment paléolithique, terminal, mésolithique. Et depuis 10 000 ans, l'homme est présent sur le secteur, c'est une occupation continue. D'accord. Depuis 10 000 ans. Ouais. Donc, on a toute la préhistoire, depuis 10 000 ans, on a l'Antiquité, on a le Moyen-Âge, etc. Donc, il y a un patrimoine énorme qu'on ne peut pas présenter, et qui est intéressant parce que ça montre aussi l'évolution humaine qu'il y a eu sur le territoire, en lien avec l'exploitation de la ressource minérale. À la préhistoire, ils utilisaient déjà la pierre d'Orgon. Aujourd'hui, elle est encore utilisée, mais pour des applications totalement différentes. Et en même temps, à la préhistoire, l'homme est arrivé sur le secteur au niveau de la ressource minérale. Il a trouvé la pierre d'Orgon qu'il a taillée, il a fait des stèles anthropomorphes, il a trouvé de l'argile, il a pu faire des céramiques, il a trouvé du silex, il a pu faire du silex. Tout ça, c'est intéressant d'en parler. Et on aimerait aussi développer, donc, un volet qu'on aborde, mais qu'on ne peut pas développer parce qu'on n'a pas de salle pour ça, c'est l'exploitation de la ressource minérale dans les Alpilles. Parce qu'on parle de la pierre d'Orgon, qui est le calcaire urgonien. Orgon a donné son nom à une roche urgonienne. Au 19e siècle, il y a un scientifique qui a nommé la roche urgonien, c'est reconnu au niveau international. On est sur le site éponyme. D'où le nom du musée. D'où le nom Urgonia. D'accord. Mais on a également la chance dans les Alpilles d'avoir la bauxite. La bauxite qui est le minerai d'aluminium, et la bauxite, elle doit son nom à quoi? Au village des Baux-de-Provence. D'accord. C'est un 1821, un minéralogiste français qui a étudié à Paris des échantillons, qui a analysé des échantillons provenant des Baux, et c'est lui qui s'est aperçu qu'ils étaient riches en aluminium, en alumine. Donc c'est aussi un site éponyme. Donc au niveau géologique, dans les Alpilles, on a 2 sites reconnus au niveau international. Et la troisième ressource minérale des Alpilles importante, c'est ce que les carriers appellent la pierre du Midi, c'est-à-dire c'est la pierre de taille, ce que nous dans les Alpilles on appelle la pierre des Baux, la pierre de Fontvieille. D'accord. Dans le Luberon, c'est la pierre de Ménerde, de Lacoste, d'Opède. C'est toute la même roche qui est utilisée pour faire les cheminées, les balustres, les encadrements de fenêtres et tout ça. Donc ça, qui était exploité en carrière mais souterraine. Ok. C'est les fameuses carrières souterraines où il y a les projections au bout. Les carrières de lumière. Voilà, les carrières de lumière, voilà. Donc, ça, on aimerait aussi aborder ce sujet-là parce que c'est important aussi de parler de l'importance de la ressource minérale dans notre quotidien. Si vous enlevez toutes les ressources extraites de la terre, vous allez voir que vous n'allez pas faire grand-chose de la journée, hein. N'oubliez pas, la préhistoire, on dit quoi? On dit que c'était l'âge de la pierre. Donc même là, déjà, ils utilisent la pierre. Déjà Donc, en fait, là, ouais. Donc, en fait, quand on fait des raccourcis, c'est facile de faire des raccourcis, mais il faut prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait si on n'exploite plus les ressources de la terre? Pour réfléchir, le faire de manière raisonnée, le faire de manière encadrée, de manière à avoir l'impact le plus limité sur l'environnement. Limiter au maximum l'impact sur l'environnement. Mais on ne pourra jamais se passer d'exploiter les ressources de la terre. Jamais. Et le but du musée, c'est ça aussi. Le but du musée, moi je dis, c'est gagner quand le visiteur il part et qu'il se pose plus de questions que quand il est arrivé. pour moi aujourd'hui, en tout cas, ça sera réussi. Voilà. Et justement, on parle des gens. Comment les gens, que ce soit les fans d'ornithologie, les ornithologues ou les passionnés, comment ils peuvent agir pour le musée en fait? Tout le monde est bienvenu. Le musée a été créé, c'est un musée communal, il a été créé par la municipalité en 2015. La volonté de la municipalité, justement, c'était d'avoir un musée ouvert au plus grand nombre. Donc la visite libre du musée est gratuite. Les visites commentées, on demande une participation pour les visites commentées, ce qui est beaucoup plus intéressant, notamment pour la géologie, parce que c'est des notions que le public connaît moins. Donc c'est vrai que le faire seul, c'est difficile. Le faire en visite commentée, c'est plus facile. On est ouvert toute l'année, on est fermé le dimanche et les jours fériés. Du coup, il n'y a pas d'excuse. Donc on est ouvert du lundi au samedi, de 10h à midi et de 14h à 17h30. Donc n'hésitez pas à venir visiter le musée si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus. Eh bien, merci Fabrice en tout cas de m'avoir reçu. Merci à vous. Parce que le
contenu de cette vidéo est très intéressant. En tout cas, pour moi, ça l'était. J'espère que ça le sera aussi pour les personnes qui vont nous regarder et j'espère que ça donnera envie à certains d'entre vous de venir visiter le musée. Merci à ceux qui ont suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à venir visiter le musée dès que vous en aurez l'occasion. Je vous mets le lien du site du musée dans la description pour retrouver les informations. Et merci beaucoup. Merci à vous.